Il y a beaucoup de désinformation sur le masque, sur les vaccins, sur certains virus et j'avais envie aujourd'hui de vous parler de désinformation et surtout de vous donner des astuces pour déjouer ces informations erronées et on parle de tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, la désinformation en santé, comment la déjouer? J'ai fait des travaux à l'Université de Sherbrooke, des travaux de deuxième cycle, qui parlaient de l'importance des informations en santé qu'on va retrouver sur le web, sur les réseaux sociaux. Et il y a vraiment beaucoup de désinformation et je voulais vous donner des trucs, des astuces pour déjouer tout ça et arriver à aller chercher de bonnes informations. Avant toute chose, la désinformation sur des enjeux de santé concerne tous les aspects de la santé, le diagnostic, le traitement, la prévention, l'origine aussi de certains problèmes de santé. Alors, c'est un sujet qui est vraiment très vaste et c'est important de s'y retrouver. Je vous présente 4 catégories de désinformation. La première catégorie, la catégorie poisson d'avril, qui est une catégorie qui est relativement inoffensive. On publiera, on partagera une désinformation en santé qui a parfois un ton humoristique ou parfois alarmiste. La deuxième catégorie, la catégorie trampoline, on instrumentalise un problème de santé, souvent un nouveau problème de santé, pour l'associer à tort à une menace perçue ou une menace réelle, qu'elle soit politique, économique, idéologique, et on diffuse ce type d'information pour ces raisons-là précises. Je vous donne un exemple. En 1985, il y a eu la crise du sida, cette pandémie, et on a associé à tort le sida aux homosexuels, le sida aussi aux personnes noires, et on a vu circuler de la désinformation pendant des décennies. On en voit encore disant, par exemple, que le sida ne concerne que les homosexuels ou les personnes noires. La catégorie bouclier, on nie ou on minimise un problème de santé pour se sentir invincible. L'exemple parfait, c'est l'exemple de la cigarette, particulièrement il y a quelques décennies où on pouvait lire que la cigarette n'augmentait pas le risque de cancer du poumon, qui est bien sûr de la désinformation, c'est un fait qui a été établi, et de partager ce type de désinformation, c'était une façon aussi de minimiser ou de nier un problème de santé existant. La catégorie promotionnelle, on instrumentalise un problème de santé pour vendre une thérapie ou une pseudo-thérapie pour régler ce problème de santé. Il y a en France la mission de lutte de dérives sectaires qui protège le public de, le nom le dit, de dérives sectaires, de gourous, de manipulation, et pas uniquement dans un contexte de santé, dans un contexte économique, par exemple, il y a plusieurs sphères. Et en 2016, il y avait plus de 40% des plaintes qui étaient attribuables à des enjeux de santé. Alors, on voit à quel point la désinformation en santé est un enjeu et on doit en tenir compte. Premier conseil, réaliser l'effet, l'impact des algorithmes sur les réseaux sociaux, sur notre information. Lorsqu'on fait une recherche sur un moteur de recherche comme Google, l'algorithme décidera de l'information qui nous sera présentée en premier et en général, l'information qui nous est présentée en premier, c'est de l'information qui est cliquable, qui attire beaucoup de clics et ce n'est pas une information qui est nécessairement de bonne qualité. C'est vrai pour Facebook, c'est vrai pour YouTube. Parfois, la vignette et le titre est beaucoup plus déterminant sur ce qu'on vous présentera ou sur ce qu'on ne vous présentera pas plutôt que le contenu de l'information. Dans un contexte de désinformation, on essaie de vous berner sur la fiabilité des sources et parfois, il n'est pas si simple de bien déterminer la fiabilité d'une source. Moi, je préfère donner comme conseil de diversifier vos sources d'information et notamment pour une information précise. Et une source n'est pas la même chose que le messager de la nouvelle. Vous pouvez
lire une nouvelle, vous pouvez être victime de désinformation, de la même désinformation qui est transmise par plusieurs messagers, par plusieurs personnes. Et ces personnes ne sont pas la source, mais bien les messagers, les communicants. Alors, lorsqu'une information provient que d'une seule source, mais par plusieurs messagers, ça ne donne pas plus de crédibilité à la source. Alors, de diversifier nos sources, c'est une bonne façon de déjouer la désinformation. La désinformation aussi veut vous convaincre que l'ambiguïté, que le doute, ce sont des éléments qui sont anti-scientifiques, anti-réalité, alors que c'est exactement l'inverse, particulièrement dans un contexte de nouveaux problèmes de santé qu'on ne connaît pas. On doit, je pense, développer sa tolérance à l'ambiguïté, on doit développer sa tolérance au doute et de laisser avancer les choses, de laisser avancer la science pour mieux comprendre des enjeux de santé, notamment lorsqu'on est en présence d'un nouveau virus. Dans bien des cas, la désinformation nie catégoriquement le principe de précaution. En prévention, en santé publique, on sait qu'il y a certains éléments et dans bien des cas, une combinaison de certains éléments qui nous permettent de prévenir une détérioration d'un contexte de santé publique et la désinformation, dans bien des cas, va rejeter une partie ou l'ensemble de ces décisions de santé publique en occultant complètement le principe de précaution. La désinformation mise aussi sur la surconfiance, sur le fait de se sentir très connaissant dans un domaine alors qu'on n'a pas nécessairement de l'expertise et cet effet de surconfiance se nomme l'effet Dunning-Kruger qui a été bien démontré en psychologie. C'est tout simplement le fait de se sentir expert dans un domaine qu'on ne connaît pas et particulièrement dans un enjeu de santé qui est nouveau, comme un nouveau virus qui apparaît. On se sent tout à coup expert dans ce domaine-là et la désinformation mise beaucoup sur l'effet de surconfiance. La désinformation aussi veut vous laisser croire que la notoriété d'un professionnel de la santé, d'un scientifique, d'un expert, que cette notoriété est une garantie à vie, ce qui n'est pas le cas. Il y a des scientifiques, par exemple, qui ont gagné des prix Nobel et qui, quelques années plus tard, ont recommandé par exemple, de traiter la maladie de Parkinson avec du jus de papaye. On sait que scientifiquement, ça ne se défend pas et qu'il n'y a jamais eu d'avancée scientifique à ce sujet-là. Et pourtant, ces personnes qui défendaient ce type de traitement complètement farfelu avaient gagné des prix Nobel. Alors, la crédibilité, la compétence d'une personne n'est pas garantie à vie. La désinformation veut aussi vous faire croire que le messager est plus important que le message. À preuve, lorsqu'on veut décrédibiliser un message en désinformation, on s'attaque au messager. L'important dans la désinformation ou dans l'information, ce n'est pas le messager, mais bien le message, les sources du message et de voir si le message s'appuie sur plusieurs sources. La désinformation s'appuie souvent, pour ne pas dire presque toujours, sur des études scientifiques. Encore faut-il voir le niveau de preuve de ces études scientifiques. Par exemple, si on souhaite démontrer l'efficacité d'un traitement, on se doit absolument d'avoir un groupe contrôle, c'est-à-dire un groupe de personnes qui n'ont pas reçu le traitement pour établir et pour comparer l'efficacité réelle du traitement. Si j'offre un traitement à mes patients et je suis persuadé que le résultat est absolument fantastique parce que 80% des personnes n'ont plus de douleur, par exemple, après 3 semaines de traitement, mais je n'ai pas de groupe contrôle, je peux affirmer que mon traitement est efficace. Et lorsqu'on a un groupe contrôle, on doit aussi avoir un certain nombre de personnes pour avoir une puissance statistique. S'il y a dans le groupe contrôle moins de personnes que le nombre de personnes de votre famille, on peut douter sur la puissance statistique de cette étude. Alors, toutes les études ne sont pas équivalentes. Il y a des études sans groupe contrôle qui ne sont pas à rejeter du revers de la main. Elles doivent être tenues en considération dans une réflexion scientifique qui fait appel aussi à d'autres études, à d'autres experts, mais il est absolument indispensable de tenir compte du niveau de preuve d'une étude. Je pense que d'être plus au fait de la désinformation peut nous aider à rester en santé, à prendre les bonnes décisions et de se souvenir qu'il est plus facile de tromper quelqu'un
que de lui démontrer qu'il s'est fait tromper. Je pense que c'est une piste de réflexion qui peut vraiment nous aider à y voir un peu plus clair en ce qui concerne la désinformation. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les informations étaient claires. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire des nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez pouvoir trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.